Peut-être crois-tu déjà connaître Jackie Kennedy. Aujourd'hui, je t'invite à parcourir sa vie et à découvrir des secrets que personne ne t'a jamais révélés. Tu seras étonné d'apprendre tout ce que tu ignorais à son sujet. Accroche-toi, car nous allons aborder son histoire depuis sa naissance jusqu'à sa fin tragique, en évoquant même sa sœur, sans oublier le moindre détail. Commençons. Jackie est née le 28 juillet 1929 sous le nom de Jacqueline Lee Bouvier, au cœur de l'élite new-yorkaise. Son arrivée au monde s'inscrit dans une famille aisée, un cadre qui pouvait paraître inébranlable aux yeux de ceux qui ne voyaient que l'opulence extérieure des Bouvier. Pourtant, dès le début, son environnement se révéla bien plus complexe que ne le laissait supposer l'image publique. Au fait, avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner. Son père, John Blackjack Bouvier, travaillait à Wall Street, alternant périodes de succès et conflits personnels marqués par l'alcool, l'impulsivité et l'infidélité. Sa mère, Janet Norton Lee, venait également d'une lignée fortunée, censée offrir à Jackie et à sa sœur cadette, Lee, un avenir rempli de possibilités. La réalité quotidienne était toutefois bien loin de la tranquillité que l'on attribuait aux sphères de la haute société. Le père de Jackie, charismatique et magnétique, montrait une préférence évidente pour sa fille aînée. Dès son plus jeune âge, il la comblait d'éloges, affirmant qu'elle était la plus belle enfant qu'un homme pût avoir. Cette prédilection était si marquée qu'elle finit par susciter chez Lee un profond sentiment d'exclusion. Au fil des ans, ce favoritisme engendra rancœur et froideur, affectant la relation entre les sœurs jusque dans leur vie adulte. Pendant ce temps, dans les cercles mondains, les Bouvier étaient reconnus pour leur prestigieuse ascendance et l'élégance qu'ils incarnaient. Leur nom était associé aux sorties équestres, aux réceptions raffinées et à une sécurité financière qui semblait immunisée contre les turbulences de l'époque. Mais la crise de 1929 frappa durement la bourse. Le père de Jackie, qui gagnait sa vie à Wall Street, fut pris dans la tourmente économique de la Grande Dépression. À cela s'ajoutèrent des infidélités qui ébranlèrent la stabilité du foyer et sa perte de la confiance de la mère de Jackie, lasse de couvrir les frasques et l'ardeur démesurée de son mari pour l'alcool. Ces désaccords, d'abord considérés comme de simples rumeurs dans la haute société, devinrent un problème insoluble à huis clos. Finalement, le mariage se solda par un divorce lorsque Jackie avait 11 ans, brisant l'image de la famille parfaite que l'on affichait dans les salons et les réceptions. Face à la rupture, Jackie se réfugia dans la lecture et l'équitation, deux passions qui commencèrent à forger son caractère. La lecture lui ouvrait des fenêtres vers d'autres mondes, tandis que l'équitation lui permettait d'exercer un certain contrôle au milieu du chaos ambiant. Bien qu'elle continuât à afficher en société une attitude correcte et un sourire discret, elle développait en elle un tempérament plus réservé, quasi introspectif, qui l'accompagnerait toute sa vie. La famille Bouvier se recomposa partiellement lorsque Janet épousa Hugh Dudley Auchincloss Jr., amenant Jackie à évoluer dans de nouveaux cercles et à fréquenter des demi-frères et demi-sœurs. Cette réorganisation familiale, ajoutée à la discipline qu'on lui imposait, renforça encore sa capacité à s'adapter à différentes dynamiques sociales. Malgré ces changements, Jackie ne perdit jamais la finesse ni l'éducation attendue d'une personne de son rang. Son adolescence se déroula entre des événements de la haute société et une inclinaison grandissante pour la culture. Le fait que son père, malgré ses défauts, la considéra comme le joyau de la famille, contribua à faire grandir chez Jackie une estime particulière, mélange de timidité et de fierté liée à son ascendance. Cette dualité imprégnerait chacune de ses décisions futures. À l'approche de ses 18 ans, elle se distinguait déjà par son maintien et par l'aura de mystère qui l'entourait. Le divorce de ses parents et le favoritisme mal géré à son égard alimentèrent dans des tensions internes, surtout avec sa sœur Lee, qui ressentait toujours que l'attention se portait davantage sur Jackie. En 1948, Jackie fit le choix de se présenter comme débutante. Un rituel social symbolique pour les jeunes filles de son milieu, marquant leur entrée dans la vie adulte aux yeux de l'élite. C'était sa première apparition officielle devant une société qui l'observait avec curiosité, anticipant peut-être déjà le rôle majeur qu'elle jouerait un jour. Jackie approfondit ensuite ses études dans des établissements prestigieux, ce qui lui permit d'affiner son style et d'élargir ses horizons. Après l'expérience du bal de débutante en 1948, elle poursuivit des études supérieures. D'abord au Vassar College, puis à la Sorbonne à Paris, où elle perfectionna son français et développa un goût plus cosmopolite, tout en découvrant la culture européenne. Cette expérience à l'étranger l'incita à apprécier l'histoire de l'art, la littérature et la mode sous un angle plus international, délaissant la complaisance de ceux qui demeuraient enfermés dans leur bulle nord-américaine. Curieux, non ? De retour aux États-Unis, elle revint dotée d'une sophistication accrue, ce qui commença à lui valoir une réputation de femme raffinée. À 22 ans, elle fut retenue parmi plus de 1000 candidates pour un stage dans le prestigieux magazine Vogue.
Sa nomination étonna nombre de gens, car son parcours alliait intelligence, formation et une élégance qui captivait ceux qui recherchèrent de jeunes talents stylés dans l'édition. À sa grande consternation, on l'avertit cependant que travailler risquait de compromettre ses chances de faire un mariage avantageux. Sous cette pression, et à cause des conventions de l'époque, elle démissionna dès le premier jour. Malgré tout, ce bref épisode la propulsa dans l'univers de l'image et de la communication. Imagine devoir renoncer à ta passion pour cela. Désireuse de mettre en pratique ses compétences journalistiques, Jackie obtint ensuite un poste au Washington Times Herald où elle devint Inquiring Camera Girl. Sa mission consistait à parcourir les rues munie de son appareil photo pour interviewer les passants et recueillir témoignages et clichés sur des sujets d'actualité. Ce contact direct avec le public lui permit d'acquérir une aisance dans la conversation spontanée et une écoute de perspectives variées. De plus, elle s'exerça à garder son sang-froid face à l'imprévu, une qualité qui deviendrait plus tard l'un de ses traits distinctifs en tant que personnalité publique. Alors qu'elle immortalisait anecdotes et sourires de son objectif, elle apprit également à jauger les réactions des médias et à gérer la curiosité portée sur elle. En somme, elle se préparait au rôle de premier plan que le destin lui réservait. Sa notoriété continua de croître, et pas seulement grâce à son travail de reporter. Jackie commençait à briller de sa propre lumière dans les réceptions de la haute société de Washington et de New York. Elle y apparaissait toujours vêtue de tenues impeccables, faisait preuve d'une conversation intelligente et affichait une maîtrise de soi héritée de sa mère, mais libérée de l'esprit querelleur de son père. Les hommes de ses cercles la voyaient comme une personne associant subtilement discrétion et caractère. Elle-même adoptait une attitude observatrice qui deviendrait sa signature, car elle ne se laissait pas impressionner outre mesure par l'opulence qui l'environnait. Mais voici la partie la plus intéressante. Cependant, la vie privée du couple était loin d'être idyllique. Kennedy, malgré son aura charismatique, était réputé pour ses multiples liaisons et Jackie devait supporter un flot continu de rumeurs sur ses infidélités. La plus retentissante fut celle avec l'actrice Marilyn Monroe qui, en 1962, lui adressa un provoquant Happy Birthday, Mr. President, alimentant davantage les spéculations autour d'une aventure entre eux. Selon certains témoignages, Marilyn aurait un jour téléphoné à Jackie et cette dernière lui aurait répondu par un sarcasme cinglant, laissant l'actrice sans voix. Cet épisode constitua une humiliation silencieuse pour Jackie, qui devait préserver envers et contre tout la façade d'un mariage exemplaire face à un public avide de scandales. Malgré ses difficultés personnelles, Jackie ne négligea pas l'image publique qu'elle avait décidé de cultiver dès le début. Elle engagea sa propre attachée de presse et veilla à chaque détail susceptible d'influer sur la perception que les médias et les citoyens avèrent de sa famille. Elle savait que la popularité de son mari auprès des Américains dépendait aussi de la stabilité et du rayonnement qu'elle pouvait incarner. Pourtant, dans l'intimité, il lui arriva de penser au divorce, étouffée par le manque d'attention de Kennedy. La pression s'intensifia particulièrement lorsqu'elle dut faire face à la mort d'Arabella, sa fille née sans vie, puis à la perte de Patrick, un bébé prématuré décédé en août 1963, après seulement 39 heures de vie. Ces épreuves la plongèrent dans une profonde tristesse, aggravée par l'absence de son époux, occupé par ses obligations d'État ou retenu par ses escapades extra-conjugales. Même si Jackie et John F. Kennedy évoluaient dans des milieux sociaux similaires, leur première rencontre officielle date de 1952. Kennedy, issu d'une famille influente de Boston, traçait déjà sa route politique avec le soutien infaillible de son père, Joe Kennedy. Au départ, Jackie ne fut pas conquise. Elle nota même dans son journal qu'il avait un corps drôle et des jambes de cure-dent. Une remarque témoignant de sa curiosité plus que de son admiration. Le savais-tu ? Pourtant, le charme de Kennedy, conjugué à la détermination de sa famille à conclure une union stratégique en vue de la politique, orienta finalement le cours de leur relation. Après plusieurs rendez-vous, leur lien se renforça. Jackie découvrit en John une détermination et un appétit politique qui pouvaient lui ouvrir les portes d'un monde extraordinaire. Du point de vue pragmatique des Kennedy, Jackie incarnait l'élégance, l'éducation et la distinction dont un futur président aurait besoin chez son épouse. Lorsque John la demanda en mariage, elle prit un mois pour se décider non seulement par prudence, mais aussi parce qu'elle savait qu'épouser un Kennedy ne se limitait pas à l'amour. Il s'agissait de s'insérer dans une puissante machine familiale dont l'objectif était clair, conduire le fils au sommet de la nation. Elle finit par accepter et le 12 septembre 1953 se tint l'imposant mariage à Newport dans le Rhode Island, avec plusieurs centaines d'invités de marque et une couverture médiatique extraordinaire. Ce fut un événement social somptueux, rassemblant personnalités politiques et haute société, où l'image de Jackie dans sa robe de mariée accapara les objectifs des journalistes.
Il ne s'agissait pas simplement de l'union de deux amoureux, mais d'un mariage à forte dimension politique. Le patriarche Joe Kennedy considérait Jackie comme un maillon essentiel de la carrière de son fils, faisant de cette alliance un atout stratégique. Jackie rejoignit la famille avec sang-froid, consciente que le nom Kennedy était synonyme d'opportunité mais aussi d'un climat exigeant et compétitif. Elle sut s'adapter au rythme effréné de sa nouvelle vie, se retrouvant plongée dans des cercles où tractations politiques, discussions avec de potentiels donateurs et alliances étaient monnaie courante. Cette transition lui demanda beaucoup de maîtrise et de talent pour faire bonne impression en toutes circonstances. En 1960, John F. Kennedy remporta les élections présidentielles et à partir de 1961, Jackie devint officiellement la première dame des États-Unis. Son arrivée à la Maison-Blanche marqua un tournant dans l'image de l'institution. Elle s'employa à transformer non seulement le protocole et la décoration, mais aussi l'atmosphère culturelle. Elle ordonna la restauration d'espaces historiques, organisa des réceptions avec des artistes, des écrivains et des personnalités internationales et accorda une attention particulière à l'esthétique de chaque cérémonie officielle. Avec sa prestance et ses tailleurs Chanel, elle devint rapidement un emblème de l'élégance américaine. La presse lui consacra de longs articles, soulignant son raffinement vestimentaire, sa sérénité devant les caméras et le cachet cosmopolite qu'elle donnait aux réceptions présidentielles. Le 22 novembre 1963, la nation fut terrifiée par l'annonce de l'assassinat de Dallas. Kennedy fut abattu alors qu'il circulait en voiture décapotable aux côtés de Jackie. La détonation des coups de feu, la confusion qui s'ensuivit et l'image de la première dame dans son tailleur Chanel rose taché de sang bouleversèrent le monde entier. Jackie refusa de changer de tenue durant des heures, affirmant qu'elle tenait à ce que l'on voie ce qu'on avait fait à Jack. Ce geste, d'une portée symbolique considérable, s'ancrera profondément dans la mémoire collective. L'incroyable dignité dont elle fit preuve en cet instant, malgré le désespoir absolu, la plaça au rang d'icône, presque comme une reine dans un pays qui, par son histoire et sa constitution, ne possède pas de monarchie. Sa soudaine veuvage la propulsa au cœur d'un tourbillon médiatique sans précédent. Elle avait 2 enfants à protéger tout en organisant des funérailles nationales qui resteraient gravées dans l'histoire. Son maintien, lorsqu'elle suivit le cercueil du président, voilé de noir tenant ses enfants par la main, devint l'image la plus poignante d'un pays en deuil. Mais la pression qu'elle subissait était immense. Outre la gestion de sa douleur, elle dut faire face à l'incompréhension de ceux qui, autour d'elle, voulaient qu'elle reprenne rapidement le cours de sa vie. On l'exhortait à ne pas céder au désespoir, à ne pas se laisser submerger par la tristesse. Jackie, au contraire, choisit de canaliser son deuil dans l'édification de l'héritage de Kennedy. Elle se consacra à la consolidation de la bibliothèque présidentielle qui porterait son nom, veillant à ce que l'image de son mari se rattache davantage à ses idéaux politiques qu'aux circonstances atroces de son assassinat. Les médias l'élevèrent au rang de veuve de l'Amérique, l'entourant d'une aura de dignité et de mysticisme tragique. Cette fascination médiatique ne s'éteignit pas avec le temps. Elle s'intensifia même et se prolongea après sa mort lorsque biographes et journalistes entreprirent d'analyser sa personnalité. Certains la décrivirent comme une femme calculatrice maîtrisant son image à la perfection, d'autres soulignèrent sa force de caractère et son sens inébranlable de la loyauté. Dans tous les cas, Jackie était devenue une figure nationale dont les peines et les joies suscitaient une curiosité frôlant le macabre. Par ailleurs, la famille Kennedy restait marquée par une succession de drames, nourrissant la légende de la malédiction qui pesait sur le nom. Bobby Kennedy fut assassiné en 1968 et d'autres membres du clan périrent dans des accidents d'avion, dont sa sœur Kik et bien plus tard John F. Kennedy Jr., le propre fils de Jackie. Après 2 mariages difficiles et tragiques, elle trouva une sérénité inattendue auprès de Maurice Tempelsman, un marchand de diamants très respecté, qui devint son compagnon fidèle durant ses dernières années. Elle ne l'épousa pas, préservant ainsi une indépendance à la fois légale et émotionnelle. À ses côtés, Jackie traversa une période de plus grande discrétion, se focalisant sur ses enfants, sur son travail éditorial pour des maisons comme Viking Press et Doubleday, ainsi que sur ses chers chevaux. Sa passion pour l'équitation remontait à l'enfance, et même passée la soixantaine, elle participait encore à des chasses au renard dans les paysages de Virginie, faisant preuve d'une vitalité et d'une audace remarquables. C'est justement lors d'une de ses sorties équestres, en novembre 1993, qu'elle fit une chute et dut subir des examens médicaux.
En étudiant sa blessure, les médecins décelèrent un ganglion enflammé à l'aine, d'abord pris pour une possible infection. Pourtant, en janvier 1994, on releva davantage de ganglions enflés et des douleurs abdominales qui menèrent au diagnostic d'un lymphome non hodgkinien, un type de cancer attaquant les lymphocytes du sang. Jackie commença alors des séances de chimiothérapie et de radiothérapie, affrontant avec courage une maladie agressive qui progressait rapidement. En mars 1994, on constata des métastases au cerveau et, peu de temps après, au foie, la plaçant en phase terminale. Les médecins lui annoncèrent qu'il n'existait plus aucun moyen de freiner l'évolution du cancer. Jackie, fidèle à son caractère, décida d'interrompre les traitements et opta pour passer ses derniers moments dans son appartement new-yorkais, entouré de proches et dans une atmosphère intime qui lui apportait réconfort. On la vit encore parcourir de courtes distances à Central Park le 15 mai de cette même année, appuyée sur le bras de Maurice Tempelsman. Dans ses ultimes jours, elle entreprit de détruire lettres et photographies personnelles dont elle ne souhaitait pas livrer l'interprétation au public, ne conservant que ce qu'elle jugeait digne de perdurer. En 1968, Jackie décida de se remarier avec le magnate grec de la navigation, Aristote Onassis. L'annonce fit l'effet d'une bombe dans l'opinion publique américaine qui considérait Jackie comme la veuve intouchable de Kennedy. Beaucoup y virent une trahison envers la mémoire du président défunt, tandis que d'autres comprirent que, après l'assassinat de son beau-frère Bobby Kennedy et dans la crainte de cette prétendue malédiction, Jackie cherchait une protection financière et une mise à distance des regards américains. Onassis, l'un des hommes les plus riches du monde, promettait cette stabilité à elle et à ses enfants. Le mariage ne fut pas exempt de turbulences familiales. Sa sœur cadette, Lee, avait auparavant entretenu une relation avec Onassis et certains cercles disaient que cette union exacerbait la rivalité qui opposait les deux sœurs depuis l'enfance. D'aucuns affirmaient que Lee s'était sentie non seulement trahie mais dépossédée d'une place sentimentale qu'elle tenait pour sienne. La presse, de son côté, se délectait de ces récits, alimentant par ces rumeurs l'idée d'un climat tendu au sein de la famille. L'union, loin de sceller un idyllique rapprochement entre deux grandes fortunes, révéla des failles quasi dès le départ. Onassis, habitué à imposer sa volonté dans tous les domaines, et Jackie, doté d'un caractère solide et résolu à protéger ses enfants, ne cessaient de s'affronter. Ils s'accusaient mutuellement de motivation financière et d'incompatibilité de mode de vie. Les disputes et les réconciliations se succédèrent, et il fallut peu de temps avant qu'Onassis ne se mette à traiter Jackie de sorcière, terme qui traduisait le mépris dont il faisait preuve envers elle dans les moments les plus houleux. Parallèlement, une rumeur selon laquelle Onassis projetait de divorcer commençait à circuler. Mais la mort le priva d'exécuter ce plan. Le malheur frappa encore la famille Onassis lorsqu'Alexander, le fils du magnate, trouva la mort dans un accident d'avion en 1973. Dès lors, les rumeurs voulurent que la malédiction des Kennedy eût contaminé la dynastie grecque. Christina Onassis, la fille d'Aristote, alla jusqu'à accuser directement Jackie d'attirer le malheur, instaurant un climat de suspicion et d'hostilité tel que la cohabitation devenait presque impossible. La presse s'empara une fois de plus du sujet, glanant dans ses tragédies un matériau inépuisable pour enrichir le récit d'une malédiction, un mot qui reprenait de la force à chaque nouveau drame ou scandale. À la mort d'Aristote Onassis en 1975, Jackie se retrouva plongée dans un procès contre Christina, la fille du magnate, à propos de l'héritage familial. L'affaire ne s'acheva pas dans la concorde, mais se solda par un accord accordant à Jackie 26 millions de dollars. Ce montant pouvait sembler considérable pour le commun des mortels, mais beaucoup le jugèrent de modeste compte tenu de l'immensité de la fortune Onassis et de ce qu'auraient touché d'autres veuves au regard de la loi grecque. Avec cette négociation bouclée, Jackie s'éloigna progressivement de l'attention médiatique centrée sur la fortune Onassis et reprit une vie sociale à son propre rythme. Jackie Kennedy Onassis s'imposa comme un symbole de mode et de détermination. Ses tailleurs simples mais raffinés, ses lunettes noires emblématiques et sa coiffure indémodable créèrent un style qui traverse les décennies et les tendances. Son influence marqua des générations de créateurs la citant comme muse. Mais au-delà de l'aspect esthétique, elle laissa une empreinte durable sur la conception du rôle de première dame comme figure dotée d'une voix propre, capable de promouvoir l'art, la culture et la valorisation historique des lieux présidentiels. Sa force devant l'adversité s'illustra à chaque tournant de son existence. Elle fit face à la mort violente de son époux à Dallas, aux infidélités répétées qui entachèrent ses mariages, à la douleur de perdre plusieurs enfants, aux conflits familiaux et à la conviction persistante qu'un sort funeste pesait sur le nom Kennedy. Bien que les médias soulignassent sa délicatesse et une certaine docilité apparente, on découvrit qu'au fond, elle était une femme de grande détermination.
sachant naviguer avec prudence au sein de la haute société et de la sphère politique. La relation tendue avec sa sœur Lee ajoute une nuance sombre au portrait de Jackie. Le lien fraternel fut entamé dès l'enfance par un favoritisme trop marqué de leur père, puis aggravé à l'âge adulte par des intrigues sentimentales, et sans doute par une rivalité pour obtenir l'approbation des mêmes cercles mondains. Le testament final de Jackie, qui exclut Lee de tout héritage, prouva que les blessures du passé ne s'étaient jamais refermées, et que la distance nourrie de ressentiments était devenue un gouffre infranchissable. Au cours de cette phase finale, le lien avec sa sœur Lee, déjà si complexe depuis l'enfance, s'était complètement refroidi. Aucune réconciliation, aucun entretien significatif ne laissa entrevoir le moindre rapprochement. Dans son testament, rédigé avec une grande froideur, Jackie ne laissa rien à Lee, un geste que le monde apprit lorsque le document fut rendu public. Cette décision choqua de nombreuses personnes qui se demandèrent comment deux sœurs ayant grandi dans un environnement privilégié pouvaient en arriver à une rupture aussi radicale. Certains avancèrent comme explication la prétendue liaison qu'aurait eue Lee avec Kennedy avant qu'il ne devienne président. Si tel était le cas, ce serait une trahison que Jackie n'aurait jamais pardonnée. De plus, s'ajoutait la tension née du mariage de Jackie avec Onassis, un homme que Lee avait aimé et avec qui elle avait envisagé un avenir contrarié. Pour beaucoup, l'exclusion de Lee de l'héritage semblait être une vengeance posthume, un dernier règlement de compte envers la sœur qui, aux yeux de Jackie, s'était impardonnablement immiscée dans sa vie. Il est clair que leur relation fraternelle était fragilisée depuis l'enfance et ces incidents ne firent que cadenasser définitivement des plaies jamais refermées. Au fil des années, on compara souvent Jackie à Grace Kelly, cette actrice hollywoodienne devenue princesse de Monaco. Deux icônes de l'élégance du XXe siècle, chacune arborant un style personnel, alliant sophistication et sobriété. Grace Kelly partit s'installer en Europe pour assumer son rôle de princesse consort, tandis que Jackie exerça celui de première dame de la nation la plus puissante au monde. Toutes deux endossèrent des fonctions de représentation, consacrant leur vie publique à la diplomatie et à l'image de l'institution qu'elles incarnaient, qu'il s'agisse d'un État princier ou de la Maison Blanche. Néanmoins, sous cette apparente perfection, tant chez Jackie que chez Grace, régnait de profondes tensions. Jackie dut supporter les infidélités de ses époux, la perte de plusieurs enfants et les assauts constants d'une presse avide de révéler les tragédies de la famille des Kennedy. Grace Kelly, quant à elle, dut composer avec ses propres luttes internes pour se conformer au protocole monarchique, aux exigences considérables envers une princesse et renoncer à sa carrière au cinéma. Ainsi, alors que le grand public se laissait séduire par l'image de ces deux femmes toujours irréprochables, des dilemmes, des trahisons et un contrôle minutieux de leur intimité se jouaient en coulisses. Ce contraste entre l'apparence immaculée et une réalité tourmentée attisait la curiosité de ceux qui recherchaient une part d'humanité derrière le faste. Pour autant, Jackie demeure un rappel de la complexité de la nature humaine. Elle savait captiver des foules par son raffinement, tout en préservant jalousement les pans les plus intimes de sa vie. Ce contraste entre l'image publique et la réalité privée fit d'elle un personnage qui, aujourd'hui encore, suscite recherche, débat et interprétations contradictoires. Elle fut capable de façonner un héritage protéiforme allant de la restauration de la Maison-Blanche à la création de la bibliothèque présidentielle Kennedy, en passant par un second mariage qui scandalisa la nation et la quête d'un troisième amour qui lui apporta la paix intérieure. Son décès, survenu le 19 mai 1994, mit un terme à l'une des destinées les plus scrutées du XXe siècle, tout en ouvrant la voie à d'innombrables réflexions. Son parcours est le croisement de la tragédie, du pouvoir, de la célébrité et d'une orchestration médiatique qui, bien menée, peut forger des légendes de lumière et d'ombre. Jackie nous a montré que l'éclat d'une perfection publique peut masquer des réalités bien différentes, faites de luttes internes et de choix douloureux. Au-delà des mythes, son histoire est celle d'une femme qui utilisa la diplomatie, la stratégie et l'élégance pour traverser les turbulences de sa vie. Et maintenant, nous allons parler en profondeur de comment était Jackie Kennedy dans son mariage avec Aristote Onassis, en abordant tout ce qui s'est passé. Commençons. C'est parti. Tout a commencé dans un contexte social et familial plus complexe que beaucoup ne l'imaginaient. La figure d'Aristote Onassis était déjà bien connue dans les cercles de la haute société européenne et américaine. Il avait bâti un empire maritime à partir de débuts modestes dans sa jeunesse pour l'un des hommes les plus influents de son époque. Il contrôlait une flotte qui sillonnait plusieurs mers, négociait avec les gouvernements, concluait des alliances avec des magnates du pétrole et de l'acier et conservait une capacité singulière
réusssir à se mouvoir avec aisance parmi les personnalités politiques, les aristocrates européens et les célébrités culturelles. Sa renommée n'est pas seulement due à ses affaires, mais aussi à sa vie privée, qui comprend des romances très médiatisées, comme celle avec la célèbre soprano Maria Callas, et des amitiés qui s'entremêlent avec d'éminents noms de la scène internationale. Lee Radziwill, sœur cadette de Jacqueline Kennedy, était devenu l'un des fils qui reliait le cercle de la famille Kennedy au monde d'Onassis. Lee avait passé du temps avec le magnate grec à plusieurs à bord du luxueux yacht Christina, participant à des réunions avec des invités triés sur le volet. Artistes, exilés de la noblesse européenne, intellectuels de diverses nationalités. Cette proximité avec Onassis n'est pas qu'un simple caprice social. Les connexions personnelles peuvent apporter des avantages matériels, stratégiques ou symboliques. La presse internationale, bien que toujours attentive, reste floue sur la nature de cette relation. On murmure un flirt entre Onassis et Lee, mais rien n'est confirmé. À la fin de l'été 63, Jackie traverse une période de réel chagrin. Quelques semaines auparavant, elle a perdu son fils Patrick, né prématurément et décédé quelques heures plus tard. C'est un nouveau coup dur dans une vie qui, malgré l'éclat de la première dame des États-Unis, a déjà connu la tragédie. Jackie cherche la fuite, le silence, toute forme de soulagement émotionnel qui lui permettrait d'échapper au climat politique étouffant de Washington et à la surveillance des médias qui entourent ses moindres faits et gestes. C'est alors que Lee, tentant de lui remonter le moral, lui propose un autre refuge, passer quelques jours à bord du Christina, le yacht amiral d'Onassis, pour naviguer sur des eaux plus calmes, respirer un air non pollué par les rumeurs politiques et les attentes du public. Jackie a accepté sans se rendre compte que cette invitation pouvait être le prologue d'une histoire plus complexe. Elle monte sur le pont du Christina sans grandes attentes, avec une tristesse contenue. Elle y rencontre Onassis qui l'accueille avec un mélange de courtoisie et de curiosité. Il y a une attention lente, une façon d'observer Jackie sans la mettre mal à l'aise, en notant mentalement chaque geste, chaque silence, chaque regard vers l'horizon. Contrairement à comme les personnalités politiques que Jackie avait l'habitude de, Onassis ne semblait pas chercher à impressionner, mais plutôt à comprendre ce qui se cachait derrière cette silhouette énigmatique et ce visage célèbre dans le monde entier. À cette époque, sans scandale ni insinuation explicite, une histoire d'amour ne se dessine pas. Néanmoins, Onassis perçoit une autre lumière en Jackie. C'est une femme capable de garder sa dignité, même dans la douleur, sans tomber dans l'excès ou la théâtralité. Jackie, quant à elle, ne voit en Onassis qu'un homme riche et cosmopolite, propriétaire d'un environnement luxueux qui peut lui offrir un moment de tranquillité à l'abri des regards insistants de la presse américaine. En fait, après ce séjour, Jackie retourne à sa vie quotidienne et la situation politique autour de la famille Kennedy se poursuit. Lee reste en contact avec Onassis, mais Jackie retrouve la Maison Blanche et les devoirs inhérents à son statut de première dame. Personne, ni les protagonistes ni les témoins, n'aurait pu prévoir la tournure brutale que prendrait l'histoire peu de temps après. Le 22 novembre 1963, le président John F. Kennedy est soudainement assassiné à Dallas. Avec sa mort, Jackie est plongée dans un cauchemar public. La veuve la plus emblématique du XXe siècle est exposée au chagrin devant des millions d'yeux. Le monde entier est témoin de son deuil, de son veuvage forcé par la violence politique, de son besoin de protéger ses enfants au milieu d'une tempête historique qui a redéfini le pouvoir aux États-Unis. À ce moment-là, cependant, personne n'imaginait que la graine semée pendant ces jours tranquilles à la Christina, lorsque Onassis et Jackie échangeaient des plaisanteries discrètes, se transformerait plus tard en l'une des liaisons les plus célébrées et les plus controversées de leur époque. On passe à la meilleure partie. Allez, on y va! Après l'assassinat de John F. Kennedy, Jackie est devenue un symbole du deuil national, mais aussi un centre d'attention constant. Les États-Unis et le monde entier l'ont observée avec empathie, chagrin et fascination. La veuve d'un président assassiné dans l'exercice de ses fonctions ne pouvait se déplacer sans que la presse n'enregistre chacun de ses pas. À cela s'ajoutent les pressions internes de la famille Kennedy, l'effervescence de la politique américaine et le souvenir des promesses brisées par la mort du président. Dans ce contexte,
contexte, Jackie avait besoin d'air, d'un refuge et de la possibilité de sortir de la cage symbolique que les médias érigeaient autour d'elle. C'est dans ce contexte qu'Onassis réapparaît dans sa vie, cette fois avec plus de présence. Il ne s'agit plus d'une rencontre fortuite sur un yacht au cours d'un été européen. Le magnate grec, rompu aux tempêtes publiques et aux affaires diplomatiques, se présente comme un interlocuteur différent. Onassis a forgé sa réputation en naviguant en eau trouble. Il a négocié avec des dictatures, des monarchies, des sociétés pétrolières et des conglomérats. Il comprend le pouvoir, le façonne et l'utilise à son avantage. Pour Jackie, il semblait se présenter non pas tant comme un conquérant impulsif que comme un homme capable de se protéger, de se déplacer librement et de se soustraire aux regards qui dévoraient son intimité. L'attirance entre les deux ne s'est pas manifestée sous la forme d'une histoire d'amour tumultueuse, mais s'est développée au fil des mois, alimentée par des circonstances historiques et personnelles. Jackie était à la recherche d'un havre de paix qui lui permettrait de s'occuper de ses enfants loin du murmure constant de la politique et de la tragédie. Onassis a compris la valeur stratégique de sa proximité avec l'une des femmes les plus célèbres de la planète. Non seulement elle ajoute à son prestige social, mais elle lui permet aussi de se montrer comme un homme capable de garder un héritage. En s'associant à Jackie, il n'est pas seulement entré dans l'imaginaire américain, mais il a également renforcé sa propre image que beaucoup considéraient jusqu'alors comme simplement opportuniste, ambitieuse et froide. Au fur et à mesure que leur relation se resserre, la presse internationale se demande comment la veuve de Kennedy, icône de l'idéal politique américain, peut trouver du réconfort auprès d'un magnate grec dont la fortune s'est forgée en partie grâce à des affaires. Les premières pages spéculent sur un échange de faveurs symboliques. Jackie obtiendrait l'indépendance financière, la sécurité et un anonymat partiel, tandis que Onassis ajouterait à sa légende en gagnant cœur de la femme la plus regardée au monde. Les critiques ont parlé d'un mariage de convenance, d'un troc affectif, d'autres plus compréhensifs, ont compris que tous deux avaient souffert et cherchaient peut-être quelque chose de plus profond chez l'autre, une compréhension mutuelle forgée par l'expérience de la gestion de pression redoutable. Mais qu'en pense la famille de Kennedy ? La famille Kennedy, et en particulier des personnalités comme Robert Kennedy, a considéré la proximité entre Jackie et Onassis avec perplexité et dégoût. Pour les Kennedy, Onassis représente un univers étranger à l'épopée politique américaine. Sa relation avec Maria Callas, ses manœuvres commerciales et sa fortune colossale contrastaient avec l'idéalisme que la présidence de John F. Kennedy avait cherché à insuffler. Cependant, Jackie est libre de prendre ses propres décisions. Loin du centre politique, blessée par la perte de son mari, elle a le droit de trouver sa propre voie. Et Onassis lui offrait une échappatoire, des voyages loin des caméras indiscrètes, des résidences sur des îles privées comme Scorpios, la possibilité d'élever ses enfants loin des références constantes à la tragédie de Dallas. Lorsque leur mariage est annoncé en octobre 1968, les réactions ne se font pas attendre. C'est l'union de deux mondes qui, jusqu'à récemment, semblait impensable. La cérémonie sur l'île grecque de Scorpios marque un avant et un après. Les critiques fusent aux États-Unis, où beaucoup considèrent ce mariage comme un outrage à la mémoire de Kennedy. En Europe, les élites sont partagées entre fascination et méfiance. Onassis acquiert ainsi une aura quasi mythique, gagnant une place aux côtés de la femme qui incarne le deuil. Jackie, devenue Jackie Onassis, a brouillé les frontières entre la politique, le pouvoir, l'argent et la célébrité. La controverse, loin de se dissiper, perdure. Que cherchait-il l'un chez l'autre? Quelle était la véritable nature de cette attirance née d'une tragédie et du besoin d'échapper à l'attention du public? La réponse se trouve certainement dans une intersection complexe de facteurs. Le chagrin de Jackie, le désir d'Onassis d'élever son statut au rang de légende, leur besoin de se protéger d'un monde qui les observe à la loupe. Dans ces circonstances, l'attirance ne pouvait être réduite à une simple fantaisie. Elle était tissée de bagages historiques, de pertes personnelles et de la promesse d'une
stabilité précaire mais réelle. Voulez-vous vous marier? Saviez-vous qu'il y avait des infidélités? Après la liaison, la perception générale dans certains cercles sociaux était que Jackie avait trouvé une sorte de refuge pour échapper à la douleur et à la tension qui l'accablait à la suite de la tragédie. Beaucoup ont imaginé que l'île de Scorpio, les résidences en Europe et les séjours sur des yachts de rêve seraient le baume parfait. Mais derrière façades de marbre poli, les nappes de lin impeccables et les dîners éclairés par des lustres centenaires, une réalité bien plus complexe a commencé à se dévoiler. Au cours des premiers mois, Jackie a essayé de trouver la stabilité dans la routine. Elle se réveillait entourée de collections d'art exquises, appréciait les promenades sur le pont et la vue sur les eaux calmes. Le personnel de service avait la capacité d'anticiper ses moindres désirs matériels. Cependant, le confort extérieur s'est vite avéré n'être qu'un voile sur un territoire émotionnel difficile. Aristote, si magnétique et charismatique lors des réunions sociales, était aussi évasif. Il pouvait disparaître pendant des semaines sans autre explication qu'une affaire urgente. L'homme qui avait promis refuge et compréhension à la femme la plus surveillée du monde semblait plus à l'aise dans la distance que dans la proximité. Au fil du temps, Jackie découvre que la relation est peuplée d'absences et de gestes tièdes. La presse internationale, toujours avide de gros titres, décrit vie du couple comme une idylle indestructible. Mais les pages publiées sont des reflets partiels d'une histoire intime pleine de nuances douloureuses. Il y avait des salons aux tapisseries Renaissance qui témoignaient de longs silences le soir, lorsque Jackie attendait le retour d'Onassis alors que les heures s'égrenaient lentement. La lumière des lampes de table, faible et chaude, devenait la seule consolation face à son absence. À certains moments, Onassis invite de vieux amis, des collaborateurs et des célébrités. Ces banquets étaient des chorégraphies de luxe et de diplomatie, Jackie jouant le rôle de l'hôtesse parfaite, arborant un sourire impeccable qui masquait ses doutes. Lors de ces soirées, les rires d'Onassis résonnaient, ses anecdotes captivaient tout le monde et le charme qu'il dégageait rappelait au monde entier pourquoi il était vénéré en tant qu'homme d'affaires. Mais après le dernier toast, lorsque la nuit s'est achevée dans un silence pesant, il s'est évanoui dans d'autres espaces, dans d'autres histoires. De temps à autre, des nouvelles officieuses font état d'infidélité, de rencontres avec des femmes qui, loin du regard de Jackie, lui donnent ce dont il semble avoir envie. Jackie elle-même était confrontée au dilemme moral d'accepter ses comportements, de garder son sang-froid, de ne pas devenir un personnage de plus dans le répertoire des tabloïds qui aimaient tant le scandale. Les déceptions n'étaient pas toujours dramatiques, elles laissaient souvent entrevoir de subtils malaises, de petites fissures dans le quotidien. Onassis avait beau lui offrir des bijoux magnifiques, des robes exquises, des voyages de promotion dans des endroits presque inaccessibles à la plupart des mortels, sa présence humaine réelle, son regard sympathique, sa proximité émotionnelle brillait par leur absence. Malgré ses efforts, Jackie n'arrive pas à faire la part des choses entre son propre besoin d'affection et la carapace que son mari semble avoir érigée autour de sa vie. Aristote maîtrisait les marchés, les mers et les négociations internationales, mais la complexité d'une relation avec Jackie semblait être un défi que le magnate n'était pas prêt à relever en toute honnêteté. Les saisons passent, et avec elles, celle qui avait été le symbole d'une famille présidentielle mythique se rend compte que son statut auprès d'Onassis ne peut être défini en termes simples. Elle n'était pas seulement la victime d'infidélité ou la spectatrice passive des allées et venues de son mari. Jackie essayait à chaque lecture dans sa bibliothèque privée, à chaque conversation intime avec un ami de confiance, de comprendre les coordonnées émotionnelles de la vie qu'elle avait choisie. Elle avait fermé une porte sur le passé américain pour en ouvrir une autre sur l'opulence grecque, mais cette opulence ne lui apportait pas les certitudes dont elle pensait avoir besoin. Les jardins des villas qu'il habite deviennent des lieux de réflexion silencieuse. Il y contemple des fontaines avec des statues classiques et des fleurs venues de contrées lointaines. Que se passe-t-il dans la tête de Jackie? Jackie réfléchit aux décisions qui l'ont amené à ce moment précis. L'ombre de son mari plane sur chacun de ses mouvements, tandis que les ragots et les demi-vérités sont omniprésents dans les réunions d'été.
Avec le temps, elle a compris que le mariage n'était pas une simple cage dorée, mais un labyrinthe complexe dans lequel elle devait apprendre à naviguer sans boussole. En surface, le monde voyait l'élégance, le pouvoir et la sécurité financière. Sous cette existence, Jackie menait des combats intimes pour ne pas se perdre. L'absence d'Onassis se fait sentir non seulement dans les pores vides, mais aussi dans l'intimité émotionnelle. Les exigences de l'homme qu'elle avait pour mari n'étaient pas claires, ses priorités n'étaient pas clairement révélées, et c'est elle qui devait gérer la frontière floue entre la femme qu'elle était et celle que l'opinion publique pensait qu'elle était devenue. Sans précédent, la mort d'Aristote Onassis en 1975 marque un tournant irrévocable dans la vie de Jackie. Après des années de hauts et de bas, d'absence et de tensions voilées, la disparition du magnate ouvre une nouvelle brèche dans la vie d'une femme qui doit une fois de plus redéfinir son parcours, cette fois sans les attentes d'un mari complexe, sans les pressions liées au maintien d'un équilibre précaire dans une relation qui n'a jamais vraiment fait preuve de fermeté. Au début, le monde observait avec curiosité et attente. Que ferait Jackie maintenant sans le parapluie économique et social qui l'entourait? Beaucoup pensaient que sous le manteau doré du veuvage, elle trouverait l'apaisement, mais la réalité était plus nuancée. Perdre Onassis signifiait non seulement se libérer d'un mariage marqué par les contradictions, mais aussi affronter le vide laissé par son départ. Il y a maintenant un vide imprévu, une sorte de silence encore plus grand. L'île de Scorpios ne reflétait plus le pouvoir d'un homme, mais l'absence retentissante du propriétaire de ses domaines. Pouvez-vous imaginer être veuf 2 fois? Au milieu de cette incertitude, Jackie s'est toutefois rendu compte qu'elle pouvait récupérer des fragments d'elle-même qui avaient été occultés dans les coulisses du mariage. Elle a commencé à reconfigurer son identité, non pas sous l'influence de la presse ou des élites, mais par impulsion interne. Le temps était venu de naviguer sans l'ombre d'une figure omniprésente. La question clé était de savoir comment y parvenir. Jackie savait que l'attention des médias se poursuivrait, que le monde continuerait à la chercher, essayant de lui arracher des aveux, des gestes et des déclarations qui mettraient en lumière les complexités de son passé récent. Mais cette fois, elle contrôlait son propre récit. La reconstruction n'a été ni immédiate ni simple. La perte d'Onassis implique aussi de réajuster sa relation avec la fortune qui a fait partie de sa vie pendant ces années, avec les propriétés, avec les amitiés qui gravitaient autour du couple. Jackie doit décider des chemins à suivre, de ceux à abandonner et de ceux à construire à partir de zéro. Elle tente de s'entourer de ceux qui comptent vraiment au-delà des intérêts économiques ou politiques. Son cercle devient plus discret, composé de personnes qui comprennent le besoin de silence, qui écoutent plutôt que de juger et qui respectent son besoin de se retrouver sans le bourdonnement constant de l'opinion publique. Pendant cette période, Jackie s'est souvent réfugiée dans la lecture, une passion qui l'a toujours accompagnée et qui est devenue un phare. Les livres sont des fenêtres sur des mondes différents, des lieux où les contraintes extérieures n'ont pas de poids. L'écrit lui permet de dialoguer avec des voix du passé, avec des auteurs qui ont exploré les méandres de la condition humaine. C'était un antidote à l'agitation extérieure, aux interprétations forcées que le monde tentait de lui imposer. À chaque page, elle trouvait un écho lointain de sa propre expérience, un moyen de sublimer la douleur, la perte et la confusion. Les années qui ont suivi la mort d'Onassis ont été un lent processus de distillation. Jackie filtre le superflu et le faux, embrassant l'authenticité que le mariage ne lui a jamais garantie. La liberté retrouvée ne signifie pas l'absence totale de souffrance, car le souvenir peut être amer. Cependant, il y a de la place pour une construction personnelle différente, loin des stratégies d'évitement auxquelles elle avait été contrainte. Elle avait désormais la possibilité de forger son propre récit, non pas par le biais de déclarations officielles ou d'événements sociaux, mais par le biais d'un silence et d'une introspection choisie. Malgré les efforts constants de la presse pour décortiquer ses moindres gestes, Jackie a appris à être prudente. Elle sait qu'elle n'a pas à satisfaire la voracité des médias, qu'elle n'a pas à justifier ses décisions aux yeux du monde. Sa priorité est de réorganiser sa vie de l'intérieur, de discerner les éléments de son passé à conserver et ceux à laisser dans le coffre du temps. La figure d'Onassis s'efface peu à peu, laissant derrière elle un héritage fait de biens matériels et de blessures invisibles. Ce n'est pas seulement l'épilogue d'un mariage controversé, mais le prologue d'une période où Jackie entend être le protagoniste de son propre destin. Tout cela est bien beau, mais qu'est-il advenu des enfants de Kennedy et d'Onassis? Ont-ils eu des enfants entre eux?
la mort d'Aristote. Onassis a laissé un vide abyssal non seulement dans les coffres de famille ou dans les pages des journaux, mais aussi dans le tissu complexe qui reliait deux groupes d'héritiers appelés à s'affronter avec des regards tendus et des mots à demi prononcés. D'un côté, Caroline et John Jr., les enfants de Jackie Kennedy, qui, sans la figure colossale d'Onassis, doivent désormais évoluer dans un monde de silence et de distance. De l'autre, Christina Onassis, seule fille survivante du magnate depuis la mort de son frère Alexander en 1973, qui doit relever le défi titanesque de gérer l'héritage économique, la mémoire de son père et l'étrange relation qui la lie à la figure de Jackie. Rien n'est simple, les liens qui les unissent proviennent d'un mariage qui a été entouré de controverses et de rumeurs. Jackie, qui avait perdu son premier mari dans la plus violente des tragédies politiques, avait rejoint Onassis dans l'espoir de trouver un refuge loin du tourbillon médiatique. Mais le temps a prouvé que les mers entre la Grèce et les États-Unis étaient plus profondes qu'on ne l'imaginait. Aujourd'hui, Onassis mort, il reste sa fille Christina et Jackie, deux femmes aux forces et faiblesses différentes, aux intérêts contradictoires et aux blessures invisibles. Autour d'elle gravitera non seulement un héritage financier, mais aussi un héritage financier. L'histoire des enfants de Jackie, qui involontairement pris dans la dynamique d'une famille qui n'était pas la leur, est également étonnante. La relation entre Christina Onassis et Jackie n'a jamais été étroite. Avant la mort d'Aristote, Christina considérait Jackie comme une intruse, une présence gênante qui s'était introduite dans sa famille sans y être invitée. Il y avait des rumeurs, des chuchotements sur le pont des yachts, des rumeurs transmises entre les domestiques et les confidents occasionnels. Christina estime que Jackie ne fait rien d'autre que de s'approprier une partie de l'univers des Onassis qui n'est pas la sienne. Cette vision ne s'est pas améliorée avec le temps et la mort du patriarche renforçait le gouffre. Désormais, sans la figure conciliante, ou du moins modératrice d'Aristote, Christina devait affronter Jackie avec le regard froid de celui qui protège un héritage et se méfie de ceux qui pourraient le revendiquer. De son côté, Jackie se trouvait dans une situation complexe. Ses enfants, Caroline et John Jr., avaient observé depuis leur adolescence à quel point l'opulence des Onassis, leurs yachts, leurs demeures, leurs événements privés contrastaient avec la mémoire indélébile de la famille Kennedy. Maintenant qu'Onassis est mort, il reste à définir la place qu'ils occuperont dans la constellation familiale complexe. Aucun des enfants de Jackie n'avait l'intention d'usurper l'héritage des Onassis, mais le monde ne fonctionnait pas sur la base de ce qui était voulu ou non, mais sur ce que l'on craignait que quelqu'un n'ait l'intention de faire. Christina, gardienne de la fortune et de l'image de son père, ne pouvait être entièrement sûre des intentions de Jackie et de ses enfants, et cette méfiance colorait chaque conversation, chaque négociation, chaque nouvelle apparition dans la presse. L'atmosphère est celle de négociations subtiles, d'avocats au visage impénétrables qui vont et viennent entre New York et les bureaux européens, analysant les comptes, les successions, les trusts et les dispositions du testament d'Onassis. Des documents signés dans l'ombre, des liasses de clauses à interpréter minutieusement, des luttes pour des détails apparemment insignifiants comme la propriété d'un tableau ou l'accès à certains comptes bancaires suisses. Jackie n'avait pas l'intention de déclencher une guerre, mais elle ne voulait pas non plus quitter ce chapitre de sa vie sans ce qu'elle estimait être juste. Christina, quant à elle, était sous la pression de ses conseillers, de ses représentants et de sa belle famille qui cherchaient à protéger ses biens et ses droits. Chaque offre était soigneusement évaluée, chaque mot échangé par ses représentants était chargé d'une signification implicite que les deux parties comprenaient sans avoir à le dire explicitement. C'est toute une lutte, n'est-ce pas? Au beau milieu de ces joutes diplomatiques, les enfants, les adolescents et les jeunes adultes qui, sans avoir pris la moindre décision pour arriver à ce carrefour, ont vu leur monde se redessiner. Caroline, toujours discrète, a fait preuve d'une maturité digne de son héritage Kennedy en tentant de... Il a su comprendre les tensions sans perdre son sang-froid. John Jr., pour sa part, tournait autour de l'idée du passé glorieux de son père, John F. Kennedy, et du présent compliqué de l'héritage Onassis,
Tous deux ont grandi en apprenant à résister à l'assaut des médias, en comprenant que chaque geste de la famille serait scruté par la presse internationale, et ils sentent que ce nouveau chapitre ne fera pas exception. La presse, avide de gros titres, commençait déjà à tisser des histoires avec leur nom, à proposer des récits qui les impliquaient dans des disputes internes, des luttes de pouvoir et des désagréments qui n'étaient pas toujours réels. Christina Onassis, quant à elle, porte le fardeau d'être la principale héritière d'un empire colossal qui comprend des compagnies maritimes, des propriétés immobilières et des alliances commerciales disséminées dans le monde entier. Sans son père, sans la figure charismatique qui négociait avec les chefs d'État et les magnates, elle devait prouver non seulement qu'elle était capable de gérer ses actifs, mais aussi qu'elle pouvait le faire sans permettre à d'autres de profiter de la situation. Jackie, sans être en concurrence directe pour le contrôle de la flotte ou des entreprises, possède la valeur symbolique incontestable de son nom de famille et le magnétisme qu'il continue d'exercer sur l'opinion publique. Christina ne veut pas devenir un personnage secondaire dans le scénario de Jackie et cette tension ne se dissipe pas au fil des mois. Il y avait un espace, une interzone dans laquelle les deux familles essayaient de se tenir à carreau. Elles pouvaient coïncider dans une réunion au milieu de négociations supervisées par une légion d'avocats et de comptables. Elles pouvaient maintenir une courtoisie polie, une conversation avec le minimum de mots nécessaires, une tasse de café servie sous l'œil attentif d'Dieu qui enregistrait chaque geste. Ils ne se criaient pas dessus et ne s'insultaient pas ouvertement car ils savaient que chaque action aurait des répercussions médiatiques et juridiques. Mais la gêne est palpable, comme un mur invisible qui s'élève entre les deux clans, séparant non seulement les intérêts matériels, mais aussi les attentes culturelles et affectives. Le souvenir d'Aristote Onassis, si vivant et omniprésent dans la vie, avait commencé à se fragmenter en interprétations concurrentes. Pour Christina, il était un père à honorer, un homme qui, malgré ses défauts, l'avait soutenue, avait veillé sur elle et dont le départ avait laissé une blessure ouverte. Pour Jackie, Onassis était l'homme qu'elle avait épousé pour se protéger et protéger ses enfants, cherchant une protection qui n'a peut-être jamais été pleinement réalisée. Ce mariage s'est achevé prématurément avec la mort du magnate, sans avoir consolidé les relations familiales qui auraient pu tisser un lien plus fort entre ses enfants et les enfants Onassis. Les négociations économiques sont bien sûr celles qui ont retenu l'attention de la presse et de l'opinion publique, mais elles ne se résument pas à de simples échanges de marchandises. Derrière chaque chiffre se cache une certaine méfiance, une fierté familiale, des peurs héritées. Il est question d'accords portant sur des millions de dollars, de paiements uniques, de conditions que Jackie pourrait accepter en échange de son maintien à distance, de clauses visant à éviter des réclamations futures. Christina gardant son pour préserver sa fortune et l'héritage de son nom de famille, il veille à ne pas concéder plus qu'il n'est nécessaire. Jackie, pour sa part, connaissait la valeur de son image, de sa présence dans la sphère publique et l'utilisait comme facteur d'équilibre. Pendant ce temps, Caroline et John Jr. se trouvent dans une situation difficile. Ils ne sont plus les enfants que l'on peut ignorer, mais ils n'ont pas non plus de pouvoir sur les décisions. Ils sont les témoins forcés des tensions entre leur mère et Christina. Ni eux, ni Christina ne pouvaient prétendre à une camaraderie sincère. Qu'est-ce qui pouvait les rapprocher? Elles venaient de mondes différents, avec des trajectoires familiales marquées par des tragédies, des morts prématurées et une exposition médiatique inhabituelle. Leur patronyme était à la fois des légendes et des poids morts, des chaînes invisibles qui les empêchaient de se comporter comme des gens ordinaires. Dans un autre contexte, ils auraient pu partager des confidences ou au moins trouver un fil conducteur pour se reconnaître comme héritiers d'histoires similaires. Mais ce contexte n'était pas propice à une empathie innocente. La rivalité sourde entre Jackie et Christina infectait l'air, rendant impossible une relation détendue entre leurs descendants. Lorsque la presse, sans lésiner sur les sous-entendus, parle de trahison, d'agenda caché, magouille juridique, elle grossit souvent les détails, mais saisit l'essence d'une atmosphère irrespirable. Il y a eu des lettres officielles, des intermédiaires proposant des solutions de compromis, des tentatives de règlement à l'amiable. Il y a eu aussi des rejets et des propositions offensantes pour l'une des parties ou des conditions jugées impossibles à accepter. C'est un jeu diplomatique et psychologique où chaque regard silencieux a plus de sens qu'un discours enflammé.
Finalement, des décisions ont été prises. Jackie a obtenu un accord financier qui lui a permis de se dégager des litiges les plus difficiles. Christina a pu affirmer sa position à la tête de fortune des Onassis sans être obligée de se plier aux pressions de la veuve de son père. C'est le genre d'arrangement qui laisse à chacun un goût amer, le sentiment que rien n'a été résolu par la proximité humaine, mais par la main implacable de l'opportunisme. Malgré cela, la conséquence pratique fut l'éloignement progressif des deux familles. Caroline et John Jr. ont grandi dans la discrétion, évitant de se mêler de la saga Onassis. Christina a poursuivi sa vie en essayant de surmonter ses propres difficultés, notamment une instabilité émotionnelle bien documentée, des mariages multiples et le défi de naviguer dans un monde des affaires complexes. La relation entre les enfants de Jackie et les enfants Onassis ne s'est jamais épanouie. Il en est resté une indifférence crispée et une série de rencontres superficielles qui semblaient plus le reflet d'une époque révolue qu'une véritable tentative de rapprochement dans le présent. Après le règlement, les deux familles se sont séparées, habitant des univers qui ne se touchent que dans les chroniques historiques et dans les spéculations de ceux qui tentent de comprendre la psychologie des héritiers forcés de vivre avec des héritages impossibles à ignorer. Les années ont apporté de nouveaux changements. Caroline se fraye un chemin en conservant la discrétion apprise à la maison. John Jr. tenta de tracer sa propre voie loin des intrigues du passé, bien qu'il n'ait jamais pu échapper au nom de sa famille, à la célébrité et à la tragédie. Christina a connu les tourments et la solitude et sa vie s'est achevée de manière inattendue à 88 ans. Rien de tout cela ne s'est déroulé dans le vide. Il y a toujours eu des échos, des témoins, des journalistes, des analystes qui ont essayé de trouver une leçon dans les contrastes dramatiques des noms Onassis et Kennedy. La vérité cependant, c'est que cette relation, ce lien artificiel qu'un couple marié avait tenté de forger n'avait pas la cohésion nécessaire pour tenir sans la figure d'Aristote. Aujourd'hui, ceux qui se penchent sur ces pages oubliées de l'histoire familiale se demandent s'il aurait pu en être autrement. Y aurait-il eu une compréhension plus humaine si Onassis avait vécu, si Christina avait fait confiance à Jackie, si les différends avaient été réglés par une conversation franche plutôt que par des légions d'avocats? Cette histoire, comme tant d'autres, ne laisse pas de réponse claire. Seuls les échos de négociations tendues, d'héritages contestés et de deux lignées condamnées à l'inconfort mutuel après le départ de l'homme qui, bien que distant et complexe, a été la seule force qui les a un jour soutenus sous un même toit. Si cette histoire vous a captivé et que vous voulez connaître d'autres épisodes et secrets de ces personnages qui ont marqué une époque, n'oubliez pas de soutenir ce contenu en laissant votre like et en vous abonnant à notre chaîne. Vous pourrez ainsi continuer à explorer les facettes moins connues des grandes figures en découvrant que derrière les paillettes des patronymes légendaires se cache toujours un conflit humain plus complexe que ce que le monde imagine.